Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le Bizarréum. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne et plus particulièrement en Suisse, où nous allons découvrir la morgue du Grand Saint-Bernard. Certes, je vous ai déjà parlé de morgue en pleine ville au cours du 19e siècle, mais croyez-moi, cette morgue-là, en haute montagne, va vous fasciner. Avant de s'intéresser à la morgue de haute montagne de Saint-Bernard, intéressons-nous à un autre édifice, son hospice. Sa fondation sur le mont de Saint-Joux remonte à 1050, à l'époque pour donner un abri aux voyageurs qui traversent les Alpes à 2473 mètres d'altitude. Sous l'impulsion de Bernard de Menthon, qui est alors archidiacre d'Aoste, l'édifice sort de terre, enfin plutôt de roche, on y reviendra. L'hospice est par conséquent indissociable de l'activité religieuse des chanoines au fil des siècles, et c'est toujours le cas aujourd'hui. L'hospice est situé à 2473 mètres d'altitude sur la voie romaine qui relie Canterbury à Rome. D'ailleurs, avant la fondation du XIe siècle, il n'y avait plus d'abri depuis la fin de l'époque romaine. Nul doute que les voyageurs cherchent un endroit où se reposer au fil des siècles sur une route qui devient extrêmement dangereuse, surtout en hiver. Les nombreux pèlerins qui traversent les Alpes sont épuisés et ils ont besoin de se réchauffer. Bernard de Menthon a compris qu'il fallait un asile pour tous les voyageurs qui passent par là. Il faut dire que la route est stratégique. Elle sert au commerce, aux pèlerins, mais aussi aux militaires. Et surtout, elle est mortelle. Il y a même un endroit qui s'appelle la Combe des Morts sur le chemin. Si les chanoines de Saint-Bernard ne vous disent rien, vous connaissez forcément leur chien de travail, le Saint-Bernard. De grande taille, ce chien permettait aux chanoines de se défendre, mais également de pister les marcheurs perdus ou en difficulté dans la montagne. Bien souvent, les chiens sont représentés avec un petit tonnelet autour du cou, contenant de l'eau de vie, qui aurait eu comme vertu de revigorer les membres gelés des marcheurs. Mais le tonnelet du Saint-Bernard est un sujet hautement sérieux et débattu chez les historiens. Prudence! Ce qui est certain, c'est que de très nombreux marcheurs meurent sur le chemin et dans le col, tant de froid que d'épuisement, sans oublier les dangereuses avalanches. Les chanoines n'hésitent pas, pendant des siècles, à partir à pied, à travers la neige, puis à ski ou en raquette pour porter secours aux accidentés, aidés par leurs chiens. Ceux qui peuvent être sauvés par les chanoines ont de la chance. Mais que faire des corps des malheureux défunts ? Des études archéologiques ont eu lieu et ont indiqué qu'avant le XVe siècle et la construction de la morgue, la pratique de l'ossuaire aurait été existante, où les dépouilles sous forme de squelettes des défunts pouvaient bénéficier des prières pour les morts. En revanche, la construction de la morgue serait potentiellement liée aux combats qui ont eu lieu le 17 et 19 avril 1476 entre les Valaisans et les troupes du comte de Challant. Vous allez me demander pourquoi on n'a pas juste enterré les morts dans la terre sur la montagne. C'est bien là le problème. L'hospice est construit sur la roche et surtout il y a de la neige 8 mois par an. Impossible d'enterrer les morts dans ces conditions. Il fallait trouver un moyen de protéger leurs dépouilles. La morgue, qui ressemble très clairement à un abri de berger avec ses grosses pierres et son toit, permettait de stocker les morts face à ces conditions complexes. Ainsi, dès le XVe siècle, le petit bâtiment reçoit les corps des malheureux qui périssent sur la montagne. Et ils sont nombreux. Si nombreux qu'on ne peut les empiler allongés les uns sur les autres ou à côté des autres. Ils sont attachés à une planche et positionnés debout les uns à côté des autres, le froid et la sécheresse de l'air aidant à les conserver et à les momifier naturellement. Ainsi, les siècles passant, les corps s'empilent. Certains finissent par devenir poussière, se détachant os par os, libérant de l'espace pour les prochains morts. Et puis, au fil des siècles, la morgue devient un point de passage, presque une curiosité pour les marcheurs. L'apogée de cette curiosité morbide se constate, en particulier au XIXe siècle. Si vous avez vu ma vidéo sur les morgues à cette époque, ou lu mon livre Momies, corps conservés à travers le monde, vous aurez compris que les morts, qu'ils soient récents ou anciens, étaient des objets de curiosité et de visite à travers toute l'Europe. Forcément, la morgue du Grand Saint-Bernard ne fait pas exception. Et pour beaucoup, passer une tête par la porte de la bâtisse est un impératif touristique qu'il ne faut surtout pas manquer. Même Charles Dickens s'y rend en 1846 lors d'un séjour. Mais ce spectacle n'est réellement pas à son goût. Et comme à chaque momie exposée en Europe, dès l'apparition des appareils photo portatifs, des cartes postales souvenirs naissent. On y voit les corps décharnés et il semble toujours difficile d'imaginer que des personnes envoyaient ces clichés par la poste au cours du XXe siècle.
En 1936, un témoignage vidéo nous montre que la porte de la morgue est murée et réouverte à chaque nouvelle victime pour assurer un repos calme pour les morts. Il faut attendre 1950 pour que ce pèlerinage macabre ne cesse, avec la fermeture définitive du bâtiment qui est alors entièrement muré. D'ailleurs, en 1949, un témoignage radiophonique de chanoine local raconte que la morgue abrite même les restes d'une femme portant son enfant. Comme tous les morts, ceux du col ont aussi eu le droit au repos éternel. Les marcheurs de nos jours peuvent croiser la petite morgue en se rendant à l'hospice des chanoines qui, lui, existe toujours et qui continue sa vocation d'accueil. Je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à aimer cette vidéo, mais aussi à me faire un petit signe sur les réseaux sociaux si vous passez par cet hospice. Je serai ravie de partager votre visite à distance. Salutations à mes spectateurs suisses par la même occasion. Je vous dis à bientôt!